Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vit sous la menace de plus en plus forte de voir les États-Unis retirer leur soutien militaire et financier, une aide qui lui est pourtant capitale pour faire face à l'envahisseur russe. Le président américain, déterminé à mettre fin à la guerre en Ukraine qui dure depuis 3 ans, cherche désormais à négocier la paix directement avec Moscou au détriment de Volodymyr Zelensky qu'il considère comme un homme trop faible. Ce rapport de force s'est illustré de manière spectaculaire le vendredi 28 février à Washington. Alors qu'ils devaient sceller un accord économique et discuter du conflit, Trump et Zelensky se sont écharpés devant les caméras. Le président ukrainien a quitté la Maison-Blanche de manière prématurée. On fait le point dans Code Source avec 2 journalistes de la cellule internationale du Parisien, Charles de Saint-Sauveur, le chef de cette cellule, et Robin Corda. Thank you very much. Thank you, Richard, for the introduction, and it's great to be back in beautiful Miami, where... Le mercredi 19 février, lors d'une conférence de presse à Miami, en Floride, le président américain Donald Trump, investi depuis 1 mois, prend la parole au sujet de la guerre en Ukraine et il a des mots d'une violence inouïe à l'égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Robin Corda ? Alors, il dit d'abord que Zelensky est un dictateur sans élection. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move. Il fait référence au fait qu'il n'y a aucune élection possible dans le pays du fait de la guerre. Et il reprend de fait un élément de la propagande russe contre Zelensky. Et au-delà de ça, il estime que l'Ukraine coûte beaucoup trop cher aux États-Unis. Il évoque le chiffre de 350 milliards de dollars. $350 billion to go into a war that basically couldn't be won. Et il estime qu'il faut que ça cesse et que Zelensky doit négocier avec Poutine pour mettre fin à la guerre immédiatement. Charles de Saint-Sauveur, ces déclarations, elles sont tout de suite très remarquées. Pourquoi ? Parce que c'est un retournement spectaculaire après 3 ans d'aide quasi sans faille américaine, bon, avec ses limites bien sûr, mais en tout cas une aide qui ne s'est jamais démentie. Tout à coup, c'est un peu le lâchage. Alors on sait que Trump n'est pas un grand fan de l'Ukraine, que ses relations avec Zelensky sont au mieux mitigées. Il le qualifie de comédien au succès modeste. En fait, pour lui, le président d'un pays agressé comme il l'a été, c'est moins une victime qu'un loser. Donc effectivement, ça peut expliquer à ses yeux ce retournement. En tout cas, il est clairement spectaculaire. Alors on va voir ensemble les raisons qui ont fait vaciller cette relative entente entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, entre les États-Unis et l'Ukraine. Mais commençons d'abord par rappeler comment elle a débuté. Tout commence en juillet 2019. À ce moment-là, Volodymyr Zelensky, 41 ans, humoriste et acteur populaire dans son pays, a été élu président de l'Ukraine quelques mois plus tôt avec plus de 70% des voix. Donald Trump est quant à lui président des États-Unis. Il lui reste environ 1 an et demi de mandat et il envisage de se représenter. Et le 25 juillet 2019, donc, le président américain décroche son téléphone et il appelle pour la première fois son homologue ukrainien. Qu'est-ce qu'ils se disent au téléphone, Robin Corda ? Alors d'abord, Donald Trump, il félicite Zelensky pour sa victoire à l'élection présidentielle. Donald Trump rappelle que les États-Unis sont vraiment un grand soutien de l'Ukraine. Il en profite d'ailleurs pour mettre un petit taquet à la France et à l'Allemagne en estimant que ces 2 pays n'en font vraiment pas beaucoup pour Kiev. Et puis la discussion dévie. Donald Trump demande une faveur à Zelensky. Alors, en fait, il lui demande de se pencher sur les activités de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, le rival démocrate de Donald Trump à l'élection présidentielle, et de mener des investigations pour voir s'il n'y aurait pas là un conflit d'intérêts en fait, de la famille Biden. Donald Trump repeatedly asked his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky to investigate the family of the former Vice President Joe Biden. Au moment de ce coup de téléphone, on ne sait rien de ce qu'il se dit. Ce n'est que 2 mois plus tard que le contenu de cet appel finit par fuiter dans la presse et ces révélations compliquent grandement la vie de Donald Trump qui se retrouve au cœur d'une tempête politique.
Oui, parce que y a un lanceur d'alerte au sein des renseignements américains qui fait fuiter cette information, en effet. Il y a une partie du Congrès américain qui estime qu'il y a là un abus de pouvoir, une sorte de tentative de chantage de la part de Donald Trump. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis aident financièrement l'Ukraine depuis les premières annexions russes en Ukraine en 2014. On a potentiellement là un président américain qui conditionne cette aide au fait de mener une enquête sur le fils de son rival politique. Et ça va mener à la première tentative de destitution de Donald Trump. De son côté, comment réagit Volodymyr Zelensky quand l'affaire éclate? Quelle attitude il adopte à l'égard de Donald Trump? Il est visiblement assez embêté et il va dire que lui, il s'est pas senti particulièrement sous pression. Enfin bref, il va ménager Donald Trump. Encore une fois, l'Ukraine dépend fortement du soutien américain et donc il ne veut pas se mettre le président américain à dos. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected. Le président républicain est battu par son rival démocrate Joe Biden en novembre 2020. Il accumule les ennuis judiciaires les années suivantes. Et pendant cette période, est-ce qu'il reste en contact avec le président ukrainien malgré tout? Non, ils n'ont pas de contact tous les deux. Donald Trump est en effet concentré sur ses démêlés judiciaires. Et Volodymyr Zelensky, lui, est en relation étroite avec la nouvelle administration Biden. Pendant toute cette période, il va malgré tout ménager, encore une fois, Donald Trump dans ses interventions. On sait même qu'à un moment, il a envisagé de racheter les droits de traduction en Ukraine du livre de Melania Trump, la femme de Donald Trump, pour un peu s'attirer les faveurs de l'ancien président américain qui a toujours pour projet d'ailleurs de se représenter à l'élection présidentielle. On fait un saut dans le temps. Le jeudi 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine lance une vaste attaque militaire pour envahir l'Ukraine et renverser le pouvoir de Kiev. Charles de Saint-Sauveur, les États-Unis prennent tout de suite le parti de l'Ukraine. Pour quelles raisons et sous quelle forme ? Alors c'est d'abord sous la forme du renseignement. 3 mois avant l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis déclassifient des documents, c'est plutôt inhabituel, la CIA en l'occurrence, pour dire qu'effectivement, sous couvert d'opérations d'exercice habituelles aux frontières de l'Ukraine, la Russie se prépare très probablement à une opération militaire, donc une invasion. Donc ils sont les premiers à le dire, tout le monde ne prend sans doute pas au sérieux ces menaces, donc c'est la première aide en quelque sorte. Très rapidement, après le 24 février 2022, des sanctions occidentales pilotées par Washington voient le jour. Et puis, c'est les premières livraisons d'armes, fusils d'assaut, armes anti-chars et puis obus d'artillerie. Et bien sûr, une pluie de milliards de dollars qui aide à soutenir l'effort militaire de Kiev, en sachant que les États-Unis, comme les Occidentaux d'ailleurs, sont surpris par la résistance qu'oppose l'Ukraine aux chars russes. Et la question ne se pose même pas, c'est presque un principe de soutenir l'Ukraine. Oui, c'est un principe de soutenir l'Ukraine parce que c'est un pays agressé, que Joe Biden, c'est un homme de la guerre froide en l'occurrence, qui considère Poutine comme un tueur. Il dira ensuite que c'est un salopard cinglé. Donc voilà, il manifeste très clairement ses amitiés et ses inimitiés. Il considère que le devoir américain est d'être présent aux côtés de l'Ukraine, évidemment dans une logique de soutien total. Pendant plus de 2 ans, la guerre en Ukraine s'enlise. Donald Trump, lui, à ce moment-là, il n'est plus au pouvoir, mais il commente régulièrement l'actualité. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'Ukraine ? Il considère que tous les milliards de dollars qui sont fournis à l'Ukraine en soutien, notamment militaire, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent dilapidé. Et ce, d'autant plus que la situation sur le front devient compliquée. En 2023, il y a une contre-offensive ukrainienne qui devait être décisive et qui, finalement, ne s'avère pas du tout déterminante. Au contraire, les Ukrainiens commencent à perdre du terrain, les milliards continuent d'affluer et les doutes s'installent, y compris d'ailleurs chez les démocrates, mais chez les républicains, ça prend la forme d'une espèce d'opposition. Par exemple, pendant plusieurs mois, l'aide américaine à l'Ukraine est bloquée au Congrès, notamment sous la férule de Donald Trump et de tous les élus républicains. Début 2024, Donald Trump remporte la primaire de son parti et devient officiellement le candidat républicain pour la présidentielle américaine de novembre. Il brigue un second mandat et pendant sa campagne, il affiche très vite sa volonté de mettre fin le plus rapidement possible à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine s'il est élu. Pour quelle raison ?
Alors déjà parce que c'est Trump et qu'il a un ego surdimensionné. Lui, il considère que en arrivant au pouvoir, sa simple venue, son simple retour permettra de faire la paix. En plus, c'est pas un belliciste, Donald Trump. Plus ce qu'il aime, c'est les deals. C'est quelqu'un qui veut imposer la paix par la force. La guerre commence sous le mandat de son vieil ennemi Joe Biden. Lui, arrivant à la Maison-Blanche, veut le résoudre très rapidement, en moins de 24 heures, dit-il. Il y a aussi autre chose dans la volonté de Donald Trump d'aller très rapidement, c'est de se désengager au plus vite de l'Europe. C'est pas le premier président à le vouloir. Depuis Obama déjà, l'idée, c'est de concentrer les efforts américains sur la Chine, sur l'Asie. L'Ukraine, quelque part, les a retenus un petit peu par la manche sur le vieux continent, mais lui, Trump, considère qu'il est de son devoir d'aller très vite, que c'est de l'histoire ancienne, et d'aller se concentrer sur les vrais enjeux stratégiques de l'Amérique. Le 27 septembre 2024, Volodymyr Zelensky se rend à New York pour rencontrer le candidat Donald Trump chez lui, à la Trump Tower. Robin Corda, quel est le but de cette rencontre et qu'est-ce qu'il en ressort? En fait, Zelensky il veut convaincre Trump que les États-Unis doivent continuer de soutenir l'Ukraine et qu'ils ont même des intérêts à poursuivre ce soutien. Donc il apporte ce qu'il appelle un plan de la victoire, dans lequel il explique voilà tout ce dont les Américains pourraient bénéficier en poursuivant leur aide à l'Ukraine. On comprend à ce moment-là que Zelensky, il ménage un peu les deux parties. La veille, il est allé voir Joe Biden pour lui présenter le même plan et il veut seulement assurer l'avenir de l'Ukraine indépendamment du résultat de l'élection présidentielle américaine. Le 5 novembre 2024, c'est l'élection présidentielle américaine et Donald Trump est élu face à Kamala Harris. Beaucoup d'observateurs disent à ce moment-là que cette victoire, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, Trump promet qu'il va mettre fin à la guerre très rapidement. Ça veut dire au détriment de Kiev. La situation militaire, elle est défavorable à l'Ukraine. La Russie, elle occupe à peu près 20% du territoire ukrainien. Le front ne bouge pas beaucoup, mais plutôt quand même en faveur des Russes. Et donc l'Ukraine a finalement peu d'atouts dans son jeu s'il doit y avoir des négociations demain. Quelle attitude adopte Zelensky vis-à-vis de Trump après cette victoire électorale ? Il se montre tout de suite très élogieux sur Donald Trump, en expliquant qu'il a vraiment gagné cette campagne parce que c'était le meilleur. Il loue son génie politique et puis il se précipite à Paris début décembre lors de l'inauguration de Notre-Dame, dès qu'il sait que Donald Trump sera présent. C'est d'ailleurs un petit coup diplomatique de la part d'Emmanuel Macron qui réussit à réunir le président ukrainien et Donald Trump, à peine élu, même s'il n'est pas encore investi président des États-Unis. Le lundi 16 décembre, Charles de Saint-Sauveur, vous êtes à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a accepté de répondre à des questions que lui pose un panel de lecteurs du Parisien qui sont en visioconférence. L'une des lectrices le questionne justement sur Donald Trump et les projets qu'il a pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il répond, Volodymyr Zelensky ? C'est une réponse qui est à la fois déterminée et pleine de prudence, c'est-à-dire qu'il a bien conscience, et il le dit, qu'une nouvelle administration entraîne des changements inévitables. Lui, effectivement, fait preuve d'optimisme en disant qu'il a déjà commencé à travailler avec l'administration Trump et qu'il ne doute pas de la continuité du soutien américain. Il espère d'ailleurs aussi que l'Amérique, bien plus que l'Europe, peut avoir une influence sur Vladimir Poutine. Il n'imaginait peut-être pas que le contraire puisse être vrai. Cette année, le lundi 20 janvier 2025, Donald Trump est investi 47e président des États-Unis à Washington. À ce moment-là, est-ce qu'il veut toujours résoudre le conflit aussi rapidement qu'il le dit, en 24 heures ? Non, cette fois, il se donne 100 jours pour le résoudre. C'est quand même très, très rapide. 24 heures, bon voilà, c'était une phrase de campagne électorale. Désormais, aux commandes à la Maison-Blanche, il constitue une équipe, il y a une administration, un envoyé spécial, quelques hommes de confiance. Il va quand même très vite. Mais en tout cas, 24 heures, bon, personne n'a cru une seconde que ça puisse être le cas. Robin Corda, début février, tout s'accélère. Donald Trump indique qu'il aimerait sceller un accord économique avec l'Ukraine, puisqu'il convoite des terres rares sur le sol ukrainien. Alors de quoi est-ce qu'on parle et pourquoi ça a son importance dans la suite du conflit ? Les terres rares, ce sont des ressources qui se trouvent en sous-sol, ce sont des minerais qui sont utiles dans certaines technologies comme les éoliennes ou les batteries électriques. Donc c'est une ressource qui a de la valeur et Donald Trump estime que les États-Unis devraient pouvoir exploiter ces ressources pour quelque part se rembourser de tout ce qu'ils ont investi dans le soutien militaire à l'Ukraine.
Ça a de l'importance parce qu'on comprend à ce moment-là que la poursuite de la guerre, elle est quelque part en train de se monnayer entre Donald Trump et Zelensky. En d'autres termes, Donald Trump considère que l'Ukraine a une dette à payer envers les États-Unis, c'est ça? Oui, il répète partout que les États-Unis auraient dépensé des sommes astronomiques. Il parle de 500 milliards de dollars, ce qui est très largement exagéré. On ne sait même pas vraiment si cet accord sur les minerais, il va permettre de poursuivre vraiment la guerre ou si c'est juste quelque part un dédommagement pour le soutien passé, sans engagement pour le futur. Mais toujours début février, Washington a du mal à arracher cet accord à Volodymyr Zelensky. Pour quelle raison? En fait, Zelensky, il est obligé de résister un peu. Il dit on ne peut pas faire payer des générations d'Ukrainiens. L'Ukraine, elle n'est pas un pays à vendre ou à brader sous couvert d'une agression extérieure. Donc, en coulisses, les négociations se poursuivent. Et il y a sûrement aussi un peu de jeu politique vis-à-vis de l'opinion ukrainienne. Mais voilà, Kiev tente de résister tant bien que mal aux assauts de Washington. Le 12 février, Washington annonce que Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine, le président russe, pour entamer un dialogue sur la fin du conflit. Tout cela sans avoir prévenu l'Ukraine. Charles de Saint-Sauveur, c'est un véritable changement de pied de la position américaine dans cette guerre. Ah oui, à tout point de vue, c'est un changement de pied total. Faut se souvenir qu'un an plus tôt, Joe Biden, dans cette même Maison-Blanche, dans ce même bureau ovale, traitait Vladimir Poutine de salopard cinglé. Et voilà maintenant Donald Trump qui réactive la ligne rouge entre Washington et Moscou et qui s'entretient très longuement avec Vladimir Poutine sans même avoir prévenu le président ukrainien. Tout le monde le redoutait, mais en tout cas personne ne s'imaginait sérieusement que Trump tendrait à ce point-là la main à Vladimir Poutine. Et Volodymyr Zelensky, comment il réagit à ce rapprochement soudain entre Washington et Moscou ? Alors Zelensky, il est toujours un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire que d'un côté il dit que c'était pas très agréable, mais de l'autre, voilà, il essaie de faire bonne figure, c'est-à-dire que lui, il s'avoue jamais vaincu, ce serait en quelque sorte déjà perdre la guerre, donc il continue à croire, ou à feindre de croire, que le soutien américain sera infaillible et qu'il va pouvoir continuer à travailler efficacement avec Donald Trump et son administration, malgré les vents contraires qu'il se prend en pleine face. Robin Corda, le 18 février, Donald Trump reprend à son compte un faux sondage qui affirme que Volodymyr Zelensky serait totalement impopulaire dans son pays. Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. Racontez-nous ça. Trump, il reprend toujours cette propagande russe qui montrerait que Zelensky est illégitime au pouvoir à Kiev. Et donc, il reprend un sondage totalement bidon mené sur Telegram par un opposant ukrainien pro-russe qui estime que Zelensky aurait 4% d'opinion favorable seulement en Ukraine. Dans les faits, les sondages lui donnent à peu près 57% d'opinion favorable. C'est d'ailleurs plus que Donald Trump aux États-Unis. Bon, le but de Trump derrière tout ça, c'est de continuer à cogner sur Zelensky, de lui tordre le bras et quelque part de l'affaiblir en vue des négociations qui se profilent avec la Russie. Et on en revient donc au début de cet épisode de Code Source, puisque le lendemain, Donald Trump qualifie donc Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection et il affirme que c'est l'Ukraine qui a démarré la guerre, ce qui est complètement faux. Alors comment réagit le président ukrainien ? D'abord, il reste calme. Alors, il acte ses déclarations, il les conteste quand même en disant que bon, il y a probablement l'effet d'une bulle de propagande russe dont serait victime Trump. Mais c'est un comédien, Zelensky. Il est devenu très connu en Ukraine grâce à une série et donc il sait jouer la comédie. Il reste dans son rôle. Il ne peut pas se mettre le président américain à dos dans une période aussi critique. Donc voilà, il navigue et il continue de jouer une sorte de partie de poker menteur quelque part. Et quelques jours plus tard, le 23 février, lors d'une grande conférence de presse, il répond qu'il serait prêt à quitter son poste, mais à une seule condition. Laquelle ? À la condition que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Donc c'est la ligne rouge absolue de Moscou, qui déteste l'alliance et qui ne veut surtout pas l'avoir à ses frontières. Donc voilà, c'est une manière de montrer des gages à Washington, de montrer que en fait Zelensky est prêt à discuter. C'est aussi une manière un peu habile de montrer que bon, c'est pas sa personne qui pose vraiment problème. En fait, ce qui pose problème, ce sont les conditions totalement démesurées qu'exige Moscou.
Charles de Saint-Sauveur, dans cette situation qui semble vraiment défavorable à Volodymyr Zelensky, comment est-ce qu'il peut encore convaincre le président américain de l'intérêt de soutenir l'Ukraine ? Je pense qu'il a bien compris, Zelensky, que convoquer le passé, la justice, la morale avec Donald Trump ne servait strictement à rien. Donc, effectivement, il essaye de monnayer l'accès aux terres rares. Il fait sans doute miroiter à Donald Trump l'accès pour les entreprises américaines à l'immense et très juteux chantier de reconstruction qui ne manquera pas de s'ouvrir en Ukraine. Et puis, moi, je crois qu'il y a quand même un élément toujours fondamental avec Donald Trump, c'est la psychologie. Et là, Volodymyr Zelensky, je pense, s'adresse à la vanité qui est assez sans limite de Donald Trump, à savoir, ne vous faites pas duper par Vladimir Poutine. Trump, qui s'enorgueillit d'être un dealmaker, un génie de la négociation, se retrouverait, selon Zelensky, avec une paix qui serait une paix absolument pas durable, avec un Poutine qui, à la première occasion venue, envahirait à nouveau l'Ukraine. Et donc, Trump passerait pour un président faible, et là, vraiment, c'est la dernière chose qu'il pourrait accepter. Je crois vraiment que cette dimension-là est assez essentielle dans les dernières cartes dont dispose Zelensky avec les États-Unis. Robin Corda, le vendredi 25 février, Volodymyr Zelensky se rend à Washington pour rencontrer Donald Trump. C'est la première fois qu'il se rend à la Maison-Blanche depuis sa réélection. Qu'est-ce qu'il vient y faire et quels sont les enjeux de ce rendez-vous qui semble crucial ? Alors officiellement, ils viennent sceller cet accord autour des terres rares en Ukraine. Au-delà de ça, c'est peut-être la dernière fois que Zelensky voit Trump avant que Trump ne rencontre Poutine, puisque le président américain doit rencontrer le président russe prochainement, peut-être là, courant mars, sans doute en Arabie Saoudite. Et donc pour Zelensky, c'est un peu l'opération de la dernière chance. C'est la dernière fois qu'il peut convaincre l'Américain qu'il ne doit pas céder face à Moscou et qu'il ne doit surtout pas sacrifier l'Ukraine. Le président ukrainien arrive à la Maison-Blanche sur les coups de midi, heure de Washington. Il est reçu par Donald Trump et son vice-président, J.D. Vance. Thank you very much. It's an honor to have President Zelensky of Ukraine. And we've been working very hard, very close. So we've actually known each other for a long time. Ils s'installent tous les trois dans le bureau ovale devant des journalistes et des caméras pour une rapide conférence de presse avant de poursuivre leurs échanges en privé. Que se passe-t-il pendant cette conférence de presse ? La conférence commence plutôt bien. Au début, Donald Trump se montre satisfait d'un accord qui visiblement a bien été trouvé sur les minerais. We're going to sign the agreement. Et puis la conversation s'envenime brutalement alors que les dirigeants parlent de la guerre et de Vladimir Poutine. Et là, on voit Zelensky qui est accablé de reproches par Donald Trump et son vice-président. On lui dit vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Concluez un accord de paix, sinon on vous laisse tomber. Il y a J.D. Vance, donc le vice-président américain, qui intervient aussi. Il dit à Zelensky qu'il manque de respect aux Américains. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. C'est extrêmement violent. On voit Zelensky qui croise les bras, le visage défait. C'est une longue séance d'intimidation. C'est presque douloureux à regarder. Cette conférence de presse prend fin et quelques minutes plus tard, on apprend que Volodymyr Zelensky a quitté la Maison-Blanche de manière prématurée, sans signer finalement l'accord sur les minerais, et la conférence de presse commune qui devait avoir lieu juste après l'entretien privé est annulée. Robin Corda, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette séquence très inhabituelle pour une rencontre diplomatique, voire même un peu sidérante ? Ce qu'on voit très clairement, c'est que Donald Trump a décidé qu'il allait mettre fin aux frais en Ukraine et que pour ça il est prêt à tordre le bras totalement de Zelensky qui n'a presque plus son mot à dire. D'ailleurs, Donald Trump lui dit à un moment, vous avez assez parlé, vous n'avez pas les cartes en main. Donald Trump est décidé à écrire le futur de l'Ukraine avec ou sans le président ukrainien. Ce qu'il veut, c'est remporter un accord de paix, pouvoir le montrer aux Américains et ensuite ne plus jamais entendre parler de Zelensky.
Merci à Robin Corda et Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller, Raphaël Pueyo et Pénélope Gualquerotti. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Vous retrouvez chaque samedi une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.